Allô, bonjour les amis. Cette vidéo sera donc en français parce que je veux m'adresser aux amis congolais, Congo de la RDC, la République démocratique du Congo. Je sais que le Congo a un problème au niveau de la province du Kivu, à l'est du Congo, un problème politico-ethnique qui s'est déclenché en guerre depuis, je ne sais pas, 1990, 2000 combien? 2000, ah non, 2097, peut-être avant 2000. C'est un problème qui est très ancien. Et ce que on voit pour l'instant, c'est que donc la province est devenue ingouvernable. Il y a trop de milices là-bas. C'est pas seulement les M23 ou les troupes rwandaises. Il y a aussi des groupuscules. Certains venaient du Burundi, du Congo, du Rwanda, peut-être aussi de l'Ouganda ou on ne sait pas. Trop de groupuscules là-bas. Il doit y avoir aussi des mercenaires et d'autres, du moins, des gens qui ne sont pas organisés en armée, mais qui sont partis justement pour se procurer quelques ressources naturelles, quelques minéraux, riches. Le Congo est un pays très riche, riche en matières premières, le cobalt, je ne sais quoi encore, le cuivre. Alors, le pays était devenu un peu ingouvernable, ou plutôt c'était province du Kivu. Je crois que c'est aussi du Nord Kivu dans l'ensemble. Et je crois que déjà, la semaine passée, je crois, on a assassiné le gouverneur de la province. C'est pas. Et la province, du moins la ville, la capitale de la province, on s'appelait Goma, aurait été prise par les rebelles du M23 et puis je crois qu'il y a des soldats sud-africains. Ah, cet hélicoptère. Alors, on attend un instant. Des soldats sud-africains qui ont été aussi tués pendant ces attaques. Et maintenant, il y a une guerre de mots entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Bien sûr, le Congo et le Rwanda, ils ont toujours été en guerre, je dirais, depuis le déclenchement de ces événements. Le Burundi s'y est mêlé dans quelque sorte, pour des raisons peut-être géopolitiques, mais aussi pour sa propre sécurité, puisque parmi les milices qui opèrent en RDC à l'Est, il y a aussi des milices burundais qui voudraient, sinon prendre le pouvoir, mais du moins perturber l'administration. Alors, je crois que le Burundi ou l'armée burundaise a pris cette occasion, donc profité de l'occasion pour soutenir l'armée congolaise. Il peut y avoir aussi peut-être des promesses de richesse, comme tout le monde. Je ne sais pas, c'est vraiment un conflit très compliqué, très compliqué dans sa nature, parce que, comme je le disais, c'est pas seulement des demandes politiques, mais aussi des intérêts économiques qui sont en danger là-bas. Alors, j'ai pas beaucoup d'opinions en cette région. C'est pas seulement le Congo, le Burundi, le Rwanda. On sont toujours dans le feu, dans le sang depuis les années de l'indépendance. On a essayé beaucoup de choses auparavant, des négociations, des accords de paix. Et rien ne semble, du moins, travailler à long terme. Et je crois que c'est un problème que nous avons en Afrique, particulièrement l'Afrique francophone. Je crois que nous avons un problème de gouvernance, un problème de leadership, un problème de la résolution pacifique des conflits, un problème d'une alternance pacifique du pouvoir ou démocratique, si j'ose le dire. Et c'est un problème qui est donc particulièrement répandu parmi les pays francophones, les anciennes colonies françaises et belges. Et si vous le voulez, vous allez dans le Sahel, il y a le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ils sont dirigés maintenant par des militaires qui sont venus au pouvoir par un coup d'État. Imaginez-vous un coup d'État en 2020 combien. Mais aussi, je crois qu'il y a d'autres pays qui sont en fait encore gouvernés par
des putschistes, je dirais, ou des enfants des putschistes. Je crois que les Sassou Nguesso sont toujours en pouvoir, les Biya sont toujours au pouvoir, c'est au Togo pour Biya, je sais pas. Idriss Déby, je sais pas. Donc, il y a un problème majeur parmi surtout les pays francophones, un problème de gouvernement qui est vraiment à regretter parce que personnellement, je vois pas de solution. Mais le Congo, c'est un cas particulier parce que non seulement ils ont peut-être le même problème que d'autres pays africains ou francophones d'une succession pacifique du pouvoir, mais aussi ils ont cette minorité à l'Est qui est vouée du moins à, c'est pas perturber, puisque c'est difficile de comprendre ce qu'ils veulent définitivement, puisque je crois que le mouvement est né d'une autre rébellion auparavant qui avait eu des négociations avec le Congo et on avait accepté les revendications, on leur a mis au pouvoir. Mais après, une autre rébellion est née parmi, je crois, les fils ou plutôt les petits frères, des gens qui ont négocié auparavant et la guerre a repris. Ce qui veut dire que si bien même le gouvernement du Congo allait négocier avec le M23, il n'y a pas de certitude que dans 10 ou 20 ans, une autre rébellion de leur fils ne sera pas née juste pour faire d'autres revendications politiques. Donc, c'est un problème très épineux. Le Rwanda aussi, next door, je crois, c'est un voisin un peu dangereux si vous me demandez. Et puis aussi au Burundi, ces rébellions, ils veulent toujours perturber. Et puisque le Congo est un peu ingouvernable, un peu difficile à gérer à l'est, je crois qu'ils profitent de ce vacuum, si vous voulez, pour se former, pour s'enrichir aussi, et pour pouvoir perturber leur régime qu'ils ne veulent pas pour l'instant. Alors, c'est un problème très sérieux, et particulièrement pour des gens qui sont dans la région, mais aussi une instabilité qui peut être régionale. Si le Rwanda et le Burundi, par exemple, commencent à se lancer des mots, ils peuvent un jour se lancer aussi des fusils, des grenades ou je ne sais quoi encore. Ce qui serait vraiment une situation regrettable, puisque la région a été toujours volatile. Je crois Rwanda, Burundi, il y a toujours des tensions politiques, des tensions ethniques, souvent à l'interne, souvent entre ces deux pays. Et pour l'instant, par exemple, il y avait des gens qui ont essayé de faire un coup d'État au Burundi en 2015, je crois. Ils se sont tous réfugiés au Rwanda. Et puis, il y avait des radiodiffusions qui avaient soutenu donc le putsch. Et ces stations de radio se sont réfugiées au Rwanda et elles sont toujours en activité, comme si donc elles étaient au Burundi et mettaient des émissions comme si elles étaient au Burundi. Donc, euh, mais aussi, je ne veux pas soutenir le gouvernement du Burundi. Je crois qu'il est aussi un gouvernement un peu des gens qui sont venus du maquis et qui ne respectaient pas la règle du jeu de la démocratie. Et donc, c'est une région extrêmement volatile. Personnellement, j'encourage mes familles qui peuvent, ceux qui le peuvent au moins, de quitter, puisque je ne vois pas de paix dans le prochain avenir. Alors, c'est ce soir, ou du moins cet après-midi, j'ai fait une vidéo live, mais malheureusement, je crois que j'ai fait un mauvais calcul, puisque pendant que je le faisais, c'était un après-midi ici, mais c'était les heures du matin, très tôt au matin, je veux dire 2 heures, 3 heures au Congo ou en Afrique en général, peut-être 1 heure, 2 heures en Europe, au Royaume-Uni par exemple, mais aussi en France ou en Belgique, où je crois qu'il y a beaucoup de Congolais et d'Africains francophones. Alors ça, c'était un mauvais calcul. Je vais répéter, je vais reprendre la même chose. Ce sera en anglais. Je crois que je préfère l'anglais pour quelques raisons. Vous voyez que je suis pas trop éloquent en français, puisque j'ai quitté le Burundi il y a, je sais pas, plus de 20 ans. Alors j'ai oublié tout mon français. Ce sera en anglais, mais si vous voulez faire des commentaires en français, je peux toujours répondre en français si vous voulez.
mais préférablement en anglais juste pour satisfaire toute l'audience, mais on verra. Dans le futur, je crois que je pourrais faire peut-être une chaîne spéciale en français, peut-être une occasion pour moi aussi d'apprendre beaucoup plus le français et de récupérer le français que j'ai perdu pendant les temps que j'ai passé en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. C'est ça donc à propos du Congo, une situation vraiment regrettable, une situation volatile. Il paraît que tous les efforts que le gouvernement congolais a essayé de faire ont été voués à l'échec. Ils avaient le support du Burundi, de l'armée burundaise, de l'armée, je crois que l'Angola s'y est mêlé un certain temps. Le Zimbabwe s'y est mêlé du temps de Kabila, par exemple. Et pour le moment, l'Afrique du Sud, qui donc était supposée être l'armée la plus sûre, la plus sérieuse de l'Afrique, était là et ils n'ont rien fait. Lorsque Goma, par exemple, a été pris, ils se sont fuis, ils se sont fait tuer comme des mouches. Alors, c'est une situation, je dirais, désespérée. Mais voyons, nous allons voir où ça va aller. Évidemment, il y a ici et là des négociations, il y a ici et là des communiqués de Nations Unies, des congrès extraordinaires et tout qu'on sort. Mais on sait déjà que les Nations Unies sont vraiment incapables de rien faire. Ce sont des chiens qui aboient, en fait. Mais la caravane passe toujours. Voilà donc mon opinion sur la situation au Congo. Et comme je le disais, dans 1 heure ou comme ça, je serai sur live. Venez nombreux participer, donnez vos idées. Je suis pas spécialiste, je suis pas politologue ou géopolitologue, mais toujours j'ai des idées. Et j'ai grandi dans la région, j'ai maintenant 50 ans, c'est dire que donc, lorsque le conflit au Congo a commencé, j'avais 20 ans peut-être ou plus. Et même lorsque la guerre au Rwanda a éclaté en 1994, j'étais un teenager, je vois la situation. Alors, un adolescent donc. Alors, rendez-vous dans 1 heure et ayons cette conversation. Ok, bonne journée.